15 avril 2006, Doctor Who revient sur les écrans britanniques pour une deuxième saison, la première du 10e Docteur, avec toujours Rose Tyler à bord. L'attente n'a pas été trop longue. La saison 1 s'est terminée en juin 2005 avec la régénération du 9e Docteur, et les fans ont déjà eu l'occasion de rencontrer le 10e Docteur, dans une pastille de 7 minutes spécialement tournée pour l'émission Children in Need, 7 minutes de Rose essayant de réaliser que c'est bien le Docteur qu'elle a devant elle, mais surtout dans l'épisode de Noël, The Christmas Invasion. On compte même un mini-épisode interactif de 14 minutes, Attack of the Grask, sorti sur le site de la BBC le 25 décembre, lui aussi. Bref, le 10e Docteur est déjà bien installé avant le véritable début de cette saison 2. Pendant la diffusion de la saison elle-même, les fans ne sont pas en reste. Sur le site de la BBC, avant chaque épisode, est diffusé un tardisode, une pastille d'1 minute présentant l'épisode à venir. Après chaque épisode, il est possible d'en découvrir plus sur les coulisses de la série en regardant un making-of nommé Doctor Who Confidential sur BBC 3 ou encore une émission pour enfants nommée Totally Doctor Who sur CBBC. Les Doctor Who Confidential, déjà présents en saison 1, mais parlant énormément des classiques, sont désormais beaucoup plus centrés sur la production elle-même. On a l'impression de vivre la fiction avant d'être immergé dans le tournage. On le sent, la BBC a mis les bouchées doubles pour que les fans se sentent dans leur élément. On fait revenir d'anciens antagonistes, mais également d'anciens personnages. La production est toujours précipitée, personne n'a une minute à soi, mais la mécanique est bien mieux huilée et il y a beaucoup moins de problèmes. L'équipe a pris ses marques et les bourdes et les retards sont donc beaucoup plus rares. On ajoute également le concept d'un épisode Doctor Light pour pouvoir tourner 2 épisodes simultanément et ainsi gagner du temps. Ici, ce sera Love and Monsters tourné en même temps que les 2 épisodes du Diable. Doctor Who est partout, on prépare déjà 2 spin-offs pour ne pas laisser de vide avant la saison 3. C'est un véritable succès. Côté réception, le public est là, et la saison est globalement appréciée. Elle est auréolée de pas mal de prix nationaux, entre autres le prix Hugo de la meilleure fiction dramatique pour The Girl in the Fireplace, meilleure série, acteur et actrice aux National Television Awards, ou encore meilleur scénario, costume, maquillage et montage au BAFTA gallois. Mais aujourd'hui, que dire de cette saison ? L'an dernier, à l'occasion des 15 ans de la New Who, nous avions regardé la première saison et nous vous avions donné nos impressions sur chaque épisode. Le concept vous ayant beaucoup plu à l'époque, nous avons décidé de refaire la même chose pour les 15 ans de la saison 2. Nous avons donc commencé là où nous nous étions arrêtés, c'est-à-dire avec l'épisode de Noël, The Christmas Invasion. Nous avions globalement peu de souvenirs de cet épisode. Pour ma part, je me souvenais principalement des plans des bords de toit, qui donnent sacrément le vertige. Impressionnant. Au-delà de ça, l'épisode est loin de nous avoir transcendés. Le rythme en particulier nous a semblé étrange, comme s'il manquait 10 minutes à l'épisode. C'est précipité, parfois coupé bizarrement. Toute la partie sur les Pères Noël tueurs semble dissonante avec le reste de l'épisode. On a une vague explication concernant des poissons pilotes qui prédiraient l'arrivée d'une menace plus grande, mais ils donnent surtout l'impression d'être là pour justifier le titre et la période de diffusion. C'est certes amusant de voir Jackie Tyler dire qu'elle va être tuée par un sapin de Noël, mais je cherche encore le lien avec les Sycorax. The Christmas Invasion, c'est un épisode de Noël globalement correct, pas déplaisant, juste plutôt oubliable. La découverte du docteur de David Tennant est plutôt sympathique si on met de côté son réveil abrupt pour dézinguer le sapin. Sérieusement, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un docteur pétillant, survolté, drôle et pourtant capable d'être grave et sévère, en témoigne la conclusion avec Harriet Jones. On ne déconne pas avec le docteur. J'avais hâte de quitter la période festive pour rentrer directement dans le vif du sujet, le premier épisode, New Earth. Et si ce n'est pas un départ en grande pompe, ça reste un démarrage de saison plutôt sympathique. C'est un peu curieux à vrai dire. On n'a pas de changement de compagne, on nous a déjà présenté le docteur à Noël, donc on commence directement la saison sans préambule. L'épisode ne semble pas être un début de saison, ce qui ne ternit pas ses qualités, mais est à mon sens assez déroutant. J'ai une pensée particulière pour les fans français suivant les DVD et n'ayant donc jamais vu The Christmas Invasion, passant de la régénération de The Parting of the Ways à New Earth sans préambule. L'expérience doit être étrange. En soi, je n'ai pas grand chose à reprocher à New Earth, si ce n'est sa fin un peu facile. L'idée de faire une tambouille de médicaments pour soigner instantanément toutes les maladies me laisse assez sceptique. Ou alors les Sœurs de la Plénitude sont quand même sacrément bêtes de ne pas y avoir pensé. Mais passons. New Earth est un épisode généreux, riche en action, drôle, avec des maquillages très convaincants, un concept faisant froid dans le dos et une Cassandra fabuleuse. C'était un vrai plaisir de redécouvrir cet épisode, un véritable cocktail de ce qui me plaît dans Doctor Who. En plus, on nous installe discrètement le fil rouge de la saison 3, alors qu'on n'a même pas encore abordé celui de la saison 2. C'est sur ce début de saison plutôt positif qu'on a embrayé sur le deuxième épisode, Tooth and Claw, et oh mon dieu, est-ce qu'on vient vraiment d'être accueilli par des moines faisant du kung-fu ? Si on en croit Russell T Davies dans le Doctor Who Confidential de l'épisode, il s'agit là de la meilleure intro d'épisode de Doctor Who. Pas sûr qu'elle ait marqué beaucoup de monde. Vous vous en souveniez, vous ? Personnellement, je l'oublie à chaque fois, avant d'y repenser soudainement et d'être d'accord avec Russell T Davies. Une fois nos premières émotions passées, on arrive sur un épisode beaucoup moins palpitant que sa première scène.
C'est un épisode où l'on court tout le temps, où le rythme va à 1000 à l'heure et pourtant que je me suis ennuyée. Le point le plus divertissant de ce visionnage a été de se moquer gentiment des effets spéciaux plus que ringard aujourd'hui, avant d'être sidéré devant le making-of de ceux-ci. Tous and Claw est typiquement le genre d'épisode qu'on ne retient pas pour son histoire. Allez, vaguement pour ses personnages, bien qu'assez plats. On a donc filé vers School Reunion, le 3e épisode, et... c'est étrange, parce que j'avais un plutôt bon souvenir de la saison 2, et pour le moment je n'arrive pas trop à comprendre pourquoi. Car franchement, School Reunion est bien loin de casser 3 pattes à un canard. Au départ, j'étais plutôt confiante, le début est engageant. Le retour de Sarah Jane et de K9 un peu plus loin m'ont enthousiasmée, et j'ai été touchée par Rose, réalisant qu'un jour, elle serait à moitié oubliée par le docteur, comme Sarah Jane et tous les autres compagnons. Et je trouve d'ailleurs que la relation entre Rose et Sarah Jane est l'un des points forts de l'épisode. D'abord rivales, avant de mettre de côté leur rancune pour devenir complices. Mais à côté de ça, j'ai trouvé une fois de plus le rythme étrange et précipité. Si vous vous souvenez de ma vidéo sur la saison 1, j'y disais que je trouvais une âme commune entre la saison d'Eccleston et les saisons de Whittaker. Des saisons posées, assez calmes, qui prennent leur temps, et ici, j'ai pour l'instant l'impression inverse. On court dans tous les sens, le montage est parfois extrêmement rapide, et j'admets être parfois un peu perdu. J'ai l'impression qu'on essaye de me montrer quelque chose de peu palpitant, de manière survitaminée. Je pense que School Reunion aurait gagné à prolonger ses phases d'enquête et à approfondir son histoire, car j'ai au final le même ressenti qu'avec Tous and Claw. Tout est précipité et on court beaucoup, alors qu'on ne raconte au final pas grand-chose. Je commençais sérieusement à me demander ce que j'avais bien pu trouver à cette saison quand arriva enfin mon salut, The Girl in the Fireplace. Et force est d'admettre que l'épisode a très peu vieilli et est toujours aujourd'hui un véritable bijou. Les costumes, les décors, les personnages, l'histoire elle-même, The Girl in the Fireplace résonne toujours en moi comme au premier visionnage. Peu d'épisodes sont capables de toujours m'émouvoir aux larmes avec autant d'intensité. C'est curieux comme, de même que pour la saison 1, il est possible de repérer aussi facilement les épisodes de Steven Moffat durant l'ère Davis. Une manière d'écrire bien à lui et une atmosphère globale qui crie par tous les pores son identité. Cet épisode a beau figurer parmi ceux que j'ai le plus visionnés, je le revois toujours avec plaisir. Il a un charme le rendant véritablement unique et une gestion très belle et tragique du voyage dans le temps. Fin de l'intermède historique, découvrons maintenant le premier double épisode de cette saison, qui va servir également d'introduction assez solide au fil rouge, en tout cas bien plus que les vagues évocations du mot Torchwood. Rise of the Cybermen et The Age of Steel font partie de ces doubles épisodes assez solides sur la durée, les deux étant globalement aussi qualitatifs et égaux l'un que l'autre. Certains épisodes profitent d'avoir deux parties pour développer l'histoire sous deux approches un peu différentes, par exemple le final de la saison 1. Ici, on mettrait les deux parties bout à bout que cela ne poserait aucun problème, tant c'est en réalité un gros épisode scindé en deux pour faire la durée réglementaire. D'ailleurs, c'est aussi le cas pour les deux autres épisodes de cette saison, mais nous reviendrons sur eux plus tard. Du fait de leur construction jointe, j'ai du mal à parler de l'un sans l'autre. Sauf peut-être pour évoquer le cliffhanger le plus honteux de la New Who, résolu en 1 seconde au début de The Age of Steel. Cela étant dit, et si on met aussi de côté le fait que le docteur ne semble qu'être moyennement alarmé par le fait que le Tardis est supposément mort, on a ici une histoire plutôt intéressante, qui gagne beaucoup de son approfondissement en 2 épisodes. L'utilisation d'un monde parallèle, concept toujours délicat car pouvant rapidement dériver en n'importe quoi, est ici plutôt pertinente et suffisamment bien encadrée pour ne pas pouvoir servir de solution à tout dans le reste de la série. De plus, ce monde parallèle est une bonne excuse pour ramener les Cybermen sans avoir à faire tout leur historique établi pendant les classiques. Pour les Daleks, on avait utilisé le subterfuge de la guerre du temps pour les réinventer pour un nouveau public en saison 1. Ici, on passe carrément par une nouvelle sorte de Cybermen non reliée aux originaux. Ce qui transmet également l'effroyable idée que le concept même des corps et sentiments humains sacrifiés au profit de la préservation de l'esprit est inéluctable, quel que soit l'univers où l'on se trouve. Nous voici à mi-saison et on se lance dans The Idiot's Lantern, un épisode plutôt clivant, adoré par certains fans et détesté par d'autres. Après revisionnage, je confirme que je fais bien partie de la première catégorie. On a ici un épisode des plus particuliers, avec une ambiance bien à lui, créée entre autres par pléthore de plans débulés chaque fois que l'épisode souhaite installer une atmosphère étrange et oppressante. Dans cet épisode, Mark Gatiss a instillé des tas de références à l'histoire de la télévision britannique, qui le passionne, en utilisant l'événement qui a démocratisé les télévisions dans les foyers outre-Manche. L'antagoniste est intriguant, les personnes sans visage font froid dans le dos, et Rose porte son plus beau costume. Je comprends totalement pourquoi cet épisode dérange certains fans. Comme beaucoup d'épisodes écrits par Mark Gatiss, il propose quelque chose de très particulier, d'unique en son genre, car s'il y a bien une chose que Gatiss déteste, c'est refaire la même chose que la fois précédente. Du coup, ça passe ou ça casse. Avec moi, cet essai passe à 100% et donne un des épisodes que je préfère dans cette saison 2. Arrive le double épisode que je redoutais.
The Impossible Planet et The Satan Pit sont des épisodes globalement fort appréciés, mais qui me laissent toujours un goût amer. Mais cette fois-ci, eh bien, j'étais plutôt satisfaite. En réalité, chaque fois que je l'ai vu, je l'ai plus apprécié que la fois précédente. Je pense que c'est particulièrement dû à la seconde partie, qui m'agace surtout quand le docteur fait face au diable. Déjà parce que je n'arrive pas à concevoir qu'on voit le diable dans Doctor Who, je sais pas, ça ne va pas ensemble à mon sens. Doctor Who et vrai truc de religion, c'est rarement une sauce qui prend avec moi parce que les divinités sont forcément battues de façon ridicule par rapport à leur pouvoir, mais surtout parce qu'il est affreux. Son aspect lui fait perdre toute once de crédibilité à mes yeux. Je tolère ça chez une conscience Nestine ou un Jagrafès parce qu'on s'en fout un peu. Mais le diable quoi? C'est pas joli rigolo, on n'est pas censé le trouver ridicule. Je le répète régulièrement parce que Doctor Who m'en donne souvent l'opportunité, mais quand on n'a pas assez de budget, on suggère plus et on montre moins si on veut rendre quelque chose effrayant. Bref, à ce niveau-là, je n'ai pas été surprise d'être agacée. Mais si on met environ la moitié de la deuxième partie de côté, j'ai passé un très bon moment devant ce double épisode, que j'ai trouvé prenant et assez fascinant. On nous y raconte un mystère, tout ce qu'il y a de plus intriguant, les Hoods foutent la chair de poule, les personnages sont attachants. En définitive, sans que ce soit un coup de cœur, j'ai donc aujourd'hui une opinion beaucoup plus positive sur The Impossible Planet, surtout, et sur The Satan Pit à une moindre échelle. Et là, vous allez finir par croire que je me moque de vous, à descendre un peu les épisodes que vous aimez bien, et puis à côté, aller dire du bien des épisodes que vous détestez, mais on arrive à l'un des épisodes que je préfère dans toute la série, et probablement celui que j'ai le plus vu, Love and Monsters. Je pourrais en parler des heures, parler des personnages, des membres de Linda qui me rappellent tellement les super moments que je passe avec mes amis rencontrés via Doctor Who, de Jackie Tyler qui me brise systématiquement le cœur, même de Victor Kennedy, cette mauvaise graine qui vient pourrir toutes les joies de vivre dans les fandoms quand les gens cherchent juste à s'amuser et prendre du bon temps sans se prendre la tête. Parler du format vlog, hyper original dans Doctor Who. Parler de cette lettre d'amour écrite par l'âme de fanboy de Russell T. Davies. Je pourrais aussi parler tout de même des défauts de l'épisode, ceux qui lui donnent une si mauvaise réputation. Le look ridicule de l'Absorbalov par exemple, ou encore Ursula la dalle de béton. Même si moi ça me fait bien rire, c'est en effet ultra lourd. Mais même s'il n'est pas parfait, c'est toujours un bonheur de revoir cet épisode qui m'inspire tant de choses positives, alors qu'il est pourtant sacrément déprimant. Du coup, si vous n'avez pas vu Love and Monsters depuis longtemps et que vous avez uniquement en tête ce monstre ridicule et l'image d'un des épisodes les plus débiles de la série, je vous encourage à le revoir et à le laisser parler à votre âme de fan. Vous pourriez être agréablement surpris. Après Love and Monsters, on enchaîne sur Fear Her, qui est un épisode également peu aimé des fans, et là j'avoue que je suis plutôt mitigée. Je suis loin de le détester parce qu'il a d'excellentes idées. La réalité prisonnière des dessins, la solitude, une famille hantée par le souvenir d'un père violent, ce sont des thèmes passionnants. Et même l'ambiance très enfantine n'est pas faite pour me déplaire. Seulement il y a trop de choses dans cet épisode. La mise en place se fait en douceur et est intrigante, puis la deuxième partie de l'épisode se retrouve à devoir tout résoudre, c'est-à-dire à devoir résoudre trop de trucs. L'épisode semble brouillon, essayant de dire des choses qui auraient mérité plus de développement pour être véritablement pertinentes. Je pense que le pire, c'est d'avoir placé cela lors des JO de Londres, ce qui n'apporte vraiment pas grand-chose à part quelques scènes un peu niaises. C'est dommage, je suis sûre qu'un épisode se déroulant véritablement lors d'un événement sportif majeur aurait du potentiel. Et voilà, nous atteignons la fin de la saison 2 et nous engageons dans le dernier double épisode, Army of Ghosts et Doomsday. Et là, c'est le grand spectacle. Des Cybermen, des Daleks, des voyages entre mondes parallèles, des explosions, un départ iconique, une source incroyable de mèmes en tout genre. C'est une fin de saison grandiose, non exempte de défauts, mais qui se tient plutôt bien. Les Daleks et les Cybermen ont le droit à quelques brillants échanges qui font selon moi partie des dialogues les plus drôles de la série. Et pour ce qui est du climax, on y est amené par un développement plutôt solide du concept du vide et des failles spatio-temporelles. Et on a beau faire disparaître assez facilement des millions de Cybermen et de Daleks en un clin d'œil, ça semble être une solution logique vu ce qu'on nous a proposé avant dans l'épisode. Et ça apporte en plus une véritable tension. On a véritablement peur pour oser le docteur. Et à raison. Ici, tout n'est pas bien qui finit bien. Et c'en est du coup un départ de compagnon réussi et très émouvant. Mais donc, que penser de cette saison 2 dans sa globalité ? Tout d'abord, force est de constater qu'elle a un moins bon démarrage que la saison 1, que ce soit en termes de qualité, mais aussi de mise dans le bain. Là, c'est brutal. On les connaît, pas le temps de niaiser, on rentre dans le vif du sujet. Je me rappelle que lorsque j'ai débuté Doctor Who, il était courant de dire « Bof, passe la saison 1, ça devient bien qu'à partir de la deuxième ». Heureusement, on ne l'entend plus trop désormais, car quel mauvais conseil! Déjà, on rate d'excellents épisodes et un docteur brillant, et en plus, on a vraiment l'impression de débarquer en cours de saison si on démarre par New Earth. En ce début de saison, on patauge un peu dans le pas mal, jusque dans le médiocre, puis une fois lancée, c'est une saison globalement très bonne, originale et variée, avec quelques excellents éléments. Autre bon point pour cette saison, une nette amélioration des musiques.
Maintenant, Murray Gold a accès à tout un orchestre symphonique et la différence est non négligeable. Côté visuel, ça brille un peu moins dans tous les sens, mais on reste sur quelque chose d'assez baveux, qui fait le charme de cette période certes, mais reste parfois assez difficile à regarder 15 ans après. On constate une fois de plus que Doctor Who excelle autant dans les costumes et maquillages qu'elle traîne la patte sur les effets par ordinateur. Enfin, le Docteur. On avait le souvenir d'avoir instantanément aimé Tennant après Eccleston, alors qu'au final, ici, ça a été plus progressif. S'il est fort convaincant dans New Earth, c'est véritablement à partir de The Girl in the Fireplace que je me suis souvenu pourquoi je l'apprécie tant. Et si j'aime un peu moins Rose dans cette saison, je trouve décidément qu'ils forment tous les deux un fantastique duo. Efficace tandem pour secourir la veuve et l'orphelin. J'ai donc conservé l'image très positive que j'avais de la saison 2, malgré un démarrage en dents de scie. J'aime toujours énormément le Docteur, Rose et pas mal d'épisodes, et je suis positivement surprise d'avoir un peu changé d'avis sur pas mal de points que je pensais figés dans mon esprit. J'espère que vous avez apprécié revivre cette saison 2 avec moi. Est-ce qu'il y a des passages, des personnages, des méchants que vous aimez particulièrement dans cette saison? Dites-moi tout dans les commentaires. Je vous donne rendez-vous l'an prochain pour les 15 ans de la saison 3, et à très vite pour tout plein d'autres sujets sur Pepperpot. Des zoubis!